Ça me fait bizarre hein, de me dire que c'est le dernier Raw Recap de l'année 2020. Et le dernier Raw Recap, je sais pas pour combien de temps. Alors, je tiens à vous dire, je ne sais absolument pas combien de temps. Je vais rester un petit peu à l'écart de YouTube pour me ressourcer, parce qu'on a quand même vécu sur la chaîne CCL Catch avec un rythme démentiel ces derniers mois, depuis qu'il y a les SmackDown Raw Recap qui sont arrivés. Là, en effet, ça carbure, ça me laisse malheureusement très peu de temps pour moi, pour souffler, pour décompresser. Et en plus la conjuguer mon taf IRL avec les activités sur YouTube, ça me fait des nuits très très courtes. C'est-à-dire que j'étais en train de bosser, là cette nuit, tu vois, j'étais en train de... tout un projet de maquette, tu vois, à rendre pour le lendemain, tout en regardant Monday Night Raw, donc j'ai pas été des plus attentifs sur ce qui s'est passé à Monday Night Raw. J'attendais, je vous l'avais dit, une révolution. Ouais, après le pire Raw pas le pire Raw de l'histoire, mais en tout cas la catastrophe au niveau des ratings, je me suis dit, il va y avoir un coup de feu chez WWE. On va faire un truc qui va dépoter pour essayer d'investir les gens le maximum. Je suis au regret de vous dire que c'était un épisode de Monday Night Raw lambda, mais tout ce qu'il y a de plus lambda en période de Noël où là pendant je crois 2 semaines, le Raw à venir et le Raw encore après, il va pas se passer des trucs sans cesse. Ça va être calme. Mes vacances arrivent au bon moment. C'est vacances pour tout le monde. Là, si vous voulez vous déconnecter, je pense que vous pouvez vous déconnecter. Donc, je vous le dis tout de suite, ça sera un Raw Recap un peu plus light que d'habitude. Pour des questions de temps aussi, parce que je prépare évidemment mon départ en vacances. Mais je tenais encore une fois à vous remercier pour cette année 2020 sur la chaîne CCL Catch, où on a cumulé au long de l'année plus de 16 000 abonnés en plus. Beaucoup, hein. Pas mal, t'imagines? Et plus de 6 millions de vues. Quand tu compares à 2019, je vous ai fait un petit graphique, ah ouais, fait viteuf. Je tenais véritablement à vous remercier pour votre enthousiasme, votre engouement pour cette année 2020, bon, qui aura été au moins radieuse pour la chaîne CCL Catch. Au moins. Et on va vous souhaiter le meilleur, bien entendu, pour terminer l'année. Bon courage à tous, hein, restons forts. Et 2021 n'en soit que meilleur. Bien, pour cette vidéo, je vais commencer par répondre à pas mal de messages que j'ai reçus au sujet de la vidéo du Qu'est-ce qui s'est passé de TLC qui est sorti hier, encore une fois tard, parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail, et j'étais parti sur tout un trip Dragon Ball entre Roman Reigns et Kevin Owens. J'ai pas pu tout mettre sur YouTube pour des questions de droit, mais si vous me suivez sur Twitter, il y a voilà, un extrait d'1 minute 30, tout doublé des BZ. Je suis éclaté, j'étais là, je me dis, ah putain c'est épique, c'était trop bien. Et vous avez compris, je pense quand même en regardant cette vidéo que j'adore toujours WWE, je les critique pas pour juste les critiquer. Il y a eu 5 matchs excellents à TLC, c'est peut-être, hein, voilà, si je retire moi ce que j'ai pas aimé dans le dernier match, le meilleur pay-per-view de l'année de WWE, très certainement, parce que tout ce qui a été présenté était qualitatif, et même ce qu'on n'attendait pas bon était très bien. Bravo Carmella et Sasha Banks, je tenais encore une fois à le dire, j'ai adoré ce Kevin Owens contre Roman Reigns. Bien sûr, le point de débat qui s'est fait, et ça je vous remercie vraiment dans les commentaires sur la chaîne CCL Catch, je prends le pari de donner mon avis, et je sais que voilà, je pourrais juste venir vous dire les résultats, il s'est passé ça, mais j'aime bien parler, j'aime bien donner mon avis, j'aime bien vous faire ressentir un petit peu ce que moi je vois, tu vois, c'est un autre œil peut-être que le vôtre. Ça fait 30 ans que je regarde du catch, je l'ai peut-être pratiqué, je l'ai pratiqué pendant quelques années à une échelle vraiment voilà, toute petite, mais c'est vrai que je vais avoir un regard peut-être très différent du vote sur beaucoup de choses. Moi, vous l'avez compris, ma cam dans le catch, c'est l'aspect compétitif. C'est des mecs qui sont capables d'encaisser, d'avoir du fighting spirit, qui reviennent. Qui se dépassent, et c'est ça qui en moi en fait des surhommes. Ils ont pas besoin, tu vois, de faire sortir des rayons laser de leur cul, mettre des grosses tatanes, ils résistent, ils reviennent, ils se battent, ils sont techniques, ils sont stratèges, et ça me plaît. En plus, bien entendu, des belles histoires qui peuvent être racontées, des rivalités, des pourquoi lui il veut casser la gueule à lui, ce genre de choses là, ça me plaît dans le catch. Voilà, c'est ma cam. Tout ce qui est surnaturel, c'est aussi ma cam, sachez-le. J'adore, moi, l'Undertaker, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré, et pourquoi c'est d'ailleurs le plus gros contre-argument que vous m'avez apporté. J'avais dit, Sturi, si t'aimes pas ce qui se passe avec le Finn qui prend feu, et qui est un personnage surnaturel, explique-moi pour l'Undertaker. Alors, je vous explique, l'Undertaker, oui, pas tout. Pas tout, non, pas tout. Ah, évidemment que non. Mais par exemple, tout est une question de mise en scène. Je suis tout à fait d'accord que Randy Orton contre le Finn, pour l'histoire qui a été racontée, quelques images qui ont été produites, c'est super. Pour faire avancer la storyline, ok. Ce que je comprends pas, par peut-être
J'accorde encore de l'importance au kayfabe. Est-ce que c'est une erreur en 2020? Je ne sais pas. Voir le tweet de Bray Wyatt quelques minutes après avoir cramé, ça je comprends pas. Et vraiment une question de mise en scène, quand t'as un œil peut-être qui est un petit peu différent du vote, pour certains qui remarquent de manière totalement obvious ce problème de lentille. Moi, au début, je regarde, je me dis, putain, il a une lentille différente, peut-être que ça veut dire un truc, merde, il a les deux lentilles, qu'est-ce qui se passe? En fait, non, ça n'a aucun lien, c'est pas du tout un fusil de Chekhov, ah, bah alors, c'est juste un faux raccord. Et qu'on crame un mannequin en gros plan, excusez-moi, l'Undertaker, quand il était buried alive, c'est suggéré, c'est une question de mise en scène. Quand la mort est suggérée à la WWE, je fais ok, ça va. Parce que ça te laisse imaginer, ça te laisse une échappatoire. Tu peux imaginer en effet que le mec crève, voilà. Et si vous voulez voir des gens mourir, il meurt, voilà, bam, bam. Ou ça peut te laisser supposer qu'il y a un truc, qu'il ait trouvé un stratagème pour rester en vie. Et quand l'Undertaker il est buried de live, qu'il passe sa main comme ça, t'es rassuré, tu fais ah, il a trouvé une manière de s'en sortir, t'es rassuré tout de suite. Et pour autant, ça n'a pas été le cas tout le temps. On est d'accord, il y a des choses qui ont été faites de manière ultra maladroite chez WWE, c'est dans les pires morts. On va faire un petit top. Ça, vous aimez bien les petits tops, généralement c'est ce qui fait cliquer les gens, sauf que la vidéo elle s'appellera pas top. Parlons de morts obvious, de morts ou de cramage. Tiens, on va parler de cramage également. Allez, des trucs non, des trucs boue caca, il faut pas faire. Paul Bearer dans le ciment. Paul Bearer dans le ciment, c'est une très mauvaise idée. Alors ça c'était Great American Bash 2004, si je dis pas de conneries, l'Undertaker affronte les Dudley Boys en match handicap, c'est le main event. Et si les Dudley Boys gagnent, Paul Bearer est coulé intégralement dans le ciment. Oh, merde. Déjà, c'est barbare. Pourquoi on fait ça? Je sais même plus pourquoi ils font ça, mais bref. Et Paul Bearer, il est dans le ciment. Là, le ciment, il monte tout au long du truc. C'est un peu flippant. L'Undertaker gagne, donc il dit, c'est bien, il va sauver Paul Bearer. Paul Bearer qui l'a ramené à la vie, justement, pour WrestleMania 20, hein, où il affrontait Kane. Et l'Undertaker, il fait, j'ai plus besoin de toi, Paul Bearer. Il coum, et là, ciment et tout ça. Non! Et quelques années plus tard, il revient, on n'a pas d'explication. Alors, la mort était très mal mise en scène. Tout le truc, au début, c'est bien, mais par contre, le cut à la fin, où tu vois le ciment l'engloutir, tu sais que c'est un truc qui était enregistré avant. I have no other choice. No! Undertaker! No! What are you doing? What the hell is he doing? What? The cement! Oh my God! Et c'était pas bien. C'était quelle connerie, tu vois. Voilà, ça fait partie des trucs que... Non. La mort de Vince McMahon en 2007, quand il ferme la limousine, qu'elle explose, et qu'il met en scène sa mort, les gens sur Twitter et tout, enfin je sais pas, il y avait pas Twitter à l'époque, et les gens sur les réseaux sociaux, sur le site WWE, Stephanie McMahon qui parle aux caméras, il est mort et tout, les gens qui viennent déposer des fleurs et tout, je fais merde, quelle bande de cons quoi. C'était très maladroit, c'est hyper maladroit. Par contre, dans la mise en scène, c'est super. Parce que je me disais, il est pas vraiment mort, il laisse croire à sa mort. Je pense que c'est un truc qui est fantasmé par beaucoup de personnes, surtout quand t'es Vince McMahon et que t'es un peu Dieu. Mettre en scène ta mort pour voir comment les gens réagissent, je pense que c'est un fantasme pour beaucoup de personnes. Et Vince McMahon, en fait, il rentre dans cette limousine, il y a son pied qui dépasse. Je sais pas si vous irez revoir les images, il y a son pied qui dépasse, il le rentre, il le ressort. Donc tu dis, il y a eu peut-être un switch, ou peut-être un truc, un petit élément qui te laisse croire que quand il ferme et que ça explose, c'est peut-être plus lui, c'est peut-être un truc, voilà, et ram, il meurt. Bon, la storyline, on sait pas où ils allaient en venir, parce que Chris Benoit décède, Vince McMahon revient à l'écran, c'était maladroit. C'est très maladroit, mais par contre, en termes de mise en scène, je trouve ça très bien. Après des morts à la con, on peut parler d'Al Wilson, voilà, qui est mort pendant sa lune de miel avec Don Marie. Il y a toute une storyline où ils se marient ensemble. C'est nul, hein, c'est nul à chier, il meurt, mais tu le vois pas mourir. Bah tu vois pas comment il a sa crise cardiaque. C'est suggéré, encore une fois. Donc la mise en scène est bonne, l'idée est pourrie. Mise en scène à chier et mort à chier, surtout qu'il est pas mort en fait, c'est ça qui est super. Le Big Boss Man contre l'Undertaker à WrestleMania 25, Hell in a Cell à la fin, pour aucune raison. L'Undertaker il pend, il pend Big Boss Man. Big Boss Man il est là, il pend. Très maladroit, ultra maladroit. En plus, tu vois bien qu'il a un câble qui le maintient. Tu vois qu'il y a son cul qui est légèrement plus en hauteur, tu vois, que les épaules. Donc il pend pas pour de vrai. Mais ça, c'est débile. Ça, c'est con. Non, faut pas faire ça. Non, voilà, Undertaker, tout n'est pas bien. Tout n'est vraiment pas bien. Et ça, c'est peut-être... Ouais, avec Paul Bearer, c'est un des pires trucs. Hein. Ah, ça j'aime bien, du cramage. Parlons de cramage. Jim Ross qui se fait cramer par Kane. Quand Kane tourne heel, justement... Et on est en train de builder un Kane totalement fou pour après amener derrière face à lui l'Undertaker qui va revenir trop dark, tout ça. Bref, Kane qui crame
Jim Ross, ça fait partie des trucs que j'aime bien. Je sais que ça a été fortement décrié à l'époque, mais j'aime bien parce que, en effet, c'est un truc préenregistré. Il y a un service de sécurité qui vient après éteindre Jim Ross, mais ils vont laisser, tu vois, quelques secondes le corps en feu, avec des gens qui crient tout ça, et t'as les réactions de Steve Austin, qui fait croire qu'on est en direct et qui fait si tu fais ça, attention à toi, gare à ton cul. Les mecs viennent d'éteindre Jim Ross, donc il va bien, il va prendre du temps un peu pour vendre le truc. Kane, t'as envie de le détester parce qu'on fait pas ça à Jim Ross. Et Steve Austin, tu vois, qui reste dans le ring avec sa gueule qui est décomposée, et il y a silence de mort dans le public. En termes de réaction, tu vois, à quelque chose auquel on vient d'assister, plus la réaction qui a l'air très authentique de la part du public en disant « Ah merde, il est fou ah. !» Après, bon, c'est parti un petit peu en cacahuète. Et enfin, cramage totalement à Yesh. Et là, c'est... non, c'était à la WCW Sting qui se bat, il est en feud avec Vampiro, je sais plus à l'occasion de quel événement. Il est tout en haut de l'écran géant, tu vois, de WCW. Il se bat avec Vampiro, il crame, il prend feu, et il fait une chute du haut de l'écran sur le sol, un matelas, j'en sais rien. C'est un cascadeur en fait qui a fait, c'est un véritable stun bump. Il y a une doublure, et voilà, il chute. Il revient la semaine suivante, Sting, j'en sais rien. Mais en fait, là, c'était très très maladroit de la part de WCW. Je crois qu'ils ont fait ça à peine un an après le décès de Owen Hart. Mais oh la vache voilà quoi, tout n'est pas bien, hein. Tout n'est pas bien, hein. On doit... Mais après, vous avez le droit d'apprécier. Vous avez le droit de vous dire, c'était trop cool. Même Paul Bearer, vous avez le droit de dire, c'est génial. Libre à vous. Libre à vous. Moi, c'est vraiment Finn, Randy Orton. C'est pas l'idée derrière qui me dérange. C'est vraiment la mise en scène. Et le fait que, dans la minute qui suit, tu vois, le kayfabe, il est pété, le mec, il tweet. Mais bon, voilà, moi, je peux pas. Merci de le respecter. Autant que je vous respecte également si vous, ça va. Moi, vous inquiétez pas, ça va aller, je vais revenir les semaines après, même si, voilà, c'est pas bien, je suis toujours resté, finalement. Il y a eu le ciment, il y a eu Big Boss Man, moi, je suis resté. Donc vous inquiétez pas, je serai là. Par contre, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Hein. C'est pour ça que les audiences, elles font comme ça. Hein. Alors, est-ce que c'est lié à ça ou pas, ou est-ce que je fais un raccourci totalement honteux? Allez, j'ai fait 10 bonnes minutes, voilà, parler du film d'Orton et de tout ça. J'espère que vous êtes toujours là. On va parler de Monday Night Raw. De la générosité, allez, comme ça pour ce dernier épisode de l'année. Je vous dis, Raw Recap, on va être un peu plus bref que d'habitude. Ouverture avec Charlotte Flair, qui est contente, c'est la première fois qu'elle va au Thunderdome. Ah là là, quelle atmosphère, quelle énergie totalement incroyable. Ils vont finir par préférer faire Thunderdome que devant des vrais gens. C'est fou. Et Asuka qui la rejoint, elles sont copines, pas d'explication. Voilà. Oh, ma bestie, tu vois. Et depuis quand? Bon, elles sont un peu cheatées, elles ont l'air un peu imprenables parce que les deux ensemble, ça peut... Voilà, qui va aller les chercher? Aucune compétition d'ailleurs, je tenais à le signaler, pour le championnat de Asuka. Hein. C'est pas évoqué, et je pense pas que ça va même être évoqué jusqu'à peut-être la course au Royal Rumble, à moins que Charlotte et Asuka se foutent sur la gueule avant et qu'elles n'arrivent pas à être les vraies copines qu'elles laissent croire. Elles sont déviées par Nia Jax et Shayna Baszler, évidemment, qui vont reconnaître quand même leur défaite, mais voilà, elles veulent reprendre ces championnats par équipe. Alors, je rappelle, à la base, Baszler, elles rendaient service à Nia Jax pour qu'elles arrêtent de se foutre sur la gueule. Là, désormais, elles ont perdu les championnats par équipe, elles pourraient se diriger vers des objectifs solo. Elles restent en équipe. Bien, Mandy Rose et Mandy Rose et Dana Brooke viennent les interrompre, je suis obligé de me marrer. Il va y avoir une line, je sais plus si c'est Mandy Rose ou Dana Brooke, j'écoute d'une oreille et j'entends parler du Sir Rudolph, du Père Noël, pour je sais plus parler de Baszler, je fais, qui a écrit ça? Voilà, et ils partent sur un match. Shayna Baszler et Nia Jax contre Dana Brooke et Mandy Rose, ils ont quand même laissé du temps à cette affaire, puis bon, il y a les coupures pub, tout ça. L'idée c'était de faire paraître Dana Brooke et Mandy Rose fortes, parce que elles vont dominer une énorme partie du match, et Baszler qui vend pour Dana Brooke comme pas permis, et finalement une logique est respectée à la fin avec une victoire de Baszler, mais je me suis dit, si l'idée de les faire ressortir aussi fortes, pourquoi pas les faire gagner? Lana elle a battu Nia Jax. Bon, on apprendra d'ailleurs que Asuka et Charlotte iront défendre les championnats par équipe féminin à SmackDown cette semaine. Ça y est, on reprend un petit peu le cross-brand pour ces championnats par équipe, ça me plaît. Elles affronteront probablement le Riot Squad, je vois pas qui elles affronteraient d'autres, il y a que cette équipe-là qui est, je pense, un peu convaincante là-bas. Le Hurt Business, très content, voilà, tout le monde est titré, bon, sauf MVP, ils veulent immortaliser le moment, ils demandent, tu vois, à faire une belle photo, tout ça, ils sont classe. Hein. Ça pue la classe, le Hurt Business, c'est trop cool. Il y a R-Truth qui vient faire un photo bombe derrière, c'est un peu rigolo. Par contre, il y a tous les nuls du championnat 24/7 qui se mettent à courir. Ils ont des pulls de Noël et tout. Là, c'était, je trouve, dans ce cadre-là, c'était peut-être un peu gênant. On se serait contenté d'avoir R-Truth en photobombe et les mecs pas contents et on démarre quelque chose là-dessus. Ok. En fait, non, le segment va même pas s'arrêter là. Il y a les Hardy Bros désormais. Hardy Bros.
Riddle et Jeff Hardy qui viennent défier MVP et Lashley pour un combat un petit peu plus tard. Angel Garza, il est là, il va bien, il a catché il a catché Angel Garza, il veut encore une fois faire l'amour à tout le monde, évidemment. Là, c'était plus particulièrement à comment elle s'appelle, Sarah Schreiber. Là, ouais, les grosses avances, hein. Gros charreau, il va battre Drew Gulak en quelques minutes. Voilà, Garza qui démarre peut-être un momentum, peut-être une place importante à venir dans la low card. Hein, ça paraît pas non plus beaucoup bien, enfin ça me paraît pas plus prestigieux. Miss TV ou Dirt Sheet, je sais pas, c'est le Miz, il veut s'excuser auprès de AJ Styles. Des excuses sincères, très bonne promo du Miz. Delivery et tout, il me faisait limite un petit peu mal au cœur parce qu'il vient de cramer une opportunité qu'il attendait depuis plus de 10 ans et il le dit avec une voix un peu tremblotante. Je l'ai trouvé assez cool, le Miz, pour le coup. Très bien. AJ Styles, il est dégoûté, tu vois, mais pour se faire pardonner, le Miz, il est quand même fantastique. Et je suis sincère, je te propose à toi et à Omos un rôle dans The Marine 7. Et là, on voit une affiche du Marine 7 où Omos, il apparaît en grand derrière le Miz et AJ Styles en tout petit. Ça chamaille un peu, mais attention, il va falloir que tout le monde soit du même côté ce soir parce que 3 contre 3 annoncés contre Sheamus, Keith Lee et Drew McIntyre. Ça sera un Street Fight Holiday Street Fight match, j'en sais rien, 3 contre 3. Et on en reparlera parce que vous vous doutez bien que j'ai une tonne de sel incroyable sur ce match. Le segment se termine par là parce que Drew McIntyre se pointe à la fin et il vient tu vois, comme le Miz avait fait avec le poème, enfin tu sais, la petite comptine, il vient raconter la comptine justement du cauchemar après TLC où ils ont tous perdu, se sont foutus sur la gueule, le mec il a perdu son moline de bec, il y a Keith Lee qui apparaît un petit peu plus loin, qui donne 2-3 verres, il y a Sheamus qui fait la même chose. Ça finit en bagarre, AJ Styles met un dropkick sur Keith Lee, qui va percuter Sheamus, et Sheamus pour que Keith Lee l'a attaqué, il va y avoir du rififi dans l'air, et on se retrouvera dans le main event pour voir tout ça. Rétribution continue leur projet, l'incroyable projet Rétribution, à savoir massacrer Ricochet pour qu'il finalement il les rejoigne. Voilà, et là c'est T-Bar qui va battre Ricochet dans un match Osef. Bon, ce qu'on voit hein, en exécution c'est toujours chouette, mais bon ça reste quand même pas des plus passionnants, dirons-nous. Et Ricochet encore perdu. MVP et Lashley contre Jeff Hardy et Matt Riddle, c'était super. C'était un très bon match par équipe, où on a vu Matt Hardy et Riddle être un peu plus dangereux vis-à-vis de Bobby Lashley. Par contre, Bobby Lashley cheaté, hein, il va gagner le match à la fin. Je m'attendais tellement à ce qu'il y ait une victoire sur MVP pour, tu vois, crédibiliser Riddle sur une chance au titre de Lashley un petit peu plus tard. Là, ils prennent leur temps. C'était vraiment un très très bon match par équipe. Leur business s'en est mêlé. Hein. Alexander et Shelton Benjamin, ils étaient aux abords du ring. D'ailleurs, Jeff Hardy a claqué cette tête. Encore une fois. Aïe aïe aïe. Alors, bien un spécialiste, hein, Jeff Hardy. Chute, pas gentil la chute. Ah. Elias, il fait un petit concert. Jackson Ryker, il a trouvé la voix. On va chanter. Et surtout, Jackson Ryker, ce soir, va catcher. Il affronte Grand Métallique. Évidemment, c'est un squash, il y a Lince Dorado qui est derrière, qui va récupérer la guitare d'Elias. Et pendant le match, Elias, il est assis dans le coin, il joue de la guitare. Voilà, il joue de la gratte. Dorado, il vient... Enfin, pas Dorado, Metallic, il vient l'attaquer. La guitare, elle tombe dans les mains de Dorado, mais qui sait pas jouer. Pas grand-chose, victoire de Ryker. Ça se poursuit. Les explications de Randy Orton. Pourquoi a-t-il cramé le Fiend parce que c'était le but du match. Faut mettre en feu une partie de son adversaire. C'est vrai que j'aurais pu parler aussi des suspension of disbelief, des précédents Inferno match, où cramer juste, tu vois, viteuf, un bras, un truc, tout ça, il y avait tout de suite un mec qui arrivait avec une serviette, le mec partait, il vendait, et puis bon, c'était pas... Est-ce que ça en fait une belle stipulation? Ça fait des belles images, ça fait de très belles images. Randy Orton, chouette promo, encore une fois, la delivery, bien sûr, de Randy Orton, elle est super. Il a fait plein de choses atroces par sa vie, mais c'est vrai que lui aussi, il a cramé l'Undertaker. Tiens, j'y ai pas pensé, il a cramé l'Undertaker, Randy Orton. Mais l'Undertaker, il est dans son cercueil. Tu le vois pas en train de cramer. Tu vois pas un mannequin qui crame. Bon, j'ai arrêté d'être chiant. Mais il a cramé et tout, voilà, Randy Orton, il est dangereux, personne peut l'arrêter. Lumière s'éteigne. Oh, le feed, déjà non. Alexa Bliss, ils ont installé une espèce de balançoire Play School. Il y a Alexa Bliss qui se balance, elle est de retour, décidément. Et elle dit, il va revenir le feed. Bon. Ils ont pas gardé ça pour la fin. Pour essayer de garder les téléspectateurs jusqu'à la fin, ou même avoir plusieurs petits ongles là-dessus en fil rouge. Je pense que ça aurait plus aidé le truc à se poursuivre, mais bon. Charlotte et Asuka, elles catch par équipe, elles affrontent Peyton Royce et Lacey Evans. Elles gagnent, évidemment. C'était bien, c'était honnête. Le main event, Street Fight de Christmas, de je sais pas quoi. Donc voilà, il y a des décors, de la bouffe, c'est un Street Fight. Donc c'est un match sans disqualification, on est d'accord. Et t'as des mecs qui attendent sagement qu'on leur fasse le relais dans le coin. S'il y a relais, il y a l'arbitre qui compte 1, 2, 3, 4.
Allô? Hein? Est-ce que je suis vraiment chiant? Est-ce qu'il y a que moi que ça fait chier? Moi, ils m'annoncent un Street Fight au des matchs, je me dis, ça va être un bordel, tout le monde va se battre dans la bouffe, ils vont commencer. En fait, ils ont laissé énormément de temps. Les mecs, ils ont tous catché sagement comme si c'était un match par équipe, et puis d'un coup, d'un seul, commence à sortir, tu vois, des quêtes de stick de Noël, ça passe à travers la bouffe de Noël, parce que... C'est fun! Fallait bien que je vous le laisse pour le dernier Raw Recap. Il va vous manquer ce jingle, je me doute, mais bon, voilà. Victoire de McIntyre et de toute sa bande, mais Keith Lee, il va se prendre un gros brock kick gratuit de la part de Sheamus. Les mecs s'aiment pas. McIntyre, il essaye de se mettre en Pascal le grand frère, en modérateur. Calmez-vous, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ça c'est le gros plot twist peut-être de cet épisode. Alors, Sheamus qui attaque Keith Lee, on l'avait pas vu venir. Oh, je ne sais absolument pas quelles sont les audiences pour le moment. Quand vous les regarderez, vous penserez à moi. Je pense qu'elles seront bien meilleures. S'il fallait pronostiquer, on fait le jeu des pronostics, pronostic audience. Allez, c'est peut-être ambitieux de ma part, je dirais 1 700 000. 1 700 000. Quand même, belle progression hein, s'ils font 1 700 000. 1 700 000. On fait monter les ratings. Grosse solution de la part de Vince McMahon. Quand ça va pas, on appelle les légendes. Pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine c'est Noël, on va laisser les gens dormir un petit peu. Le 4 janvier, lundi 4 janvier 2020, les amis, en même temps que Wrestle Kingdom, que je vous invite bien entendu à regarder également. Alors, parmi les légendes, je suis en train de regarder, il y a donc Ric Flair, Hulk Hogan, Melina, elle est venue pour ça en fait, Melina, mais elle est là quand même, Carlito, le Boogeyman, faire des blagues, Jeff Jarrett, bon on le voit au panel maintenant à chaque fois, Kurt Angle, Beth Phoenix, Mark Henry, Tori Wilson, parlait de ce feu son papa tout à l'heure, Jimmy Hart, si à Hogan il y a Jimmy Hart. Ils doivent vivre ensemble, c'est pas possible. Ivory, Booker T, le sergent Slaughter, Tatanka, Jacqueline et Alicia Fox, qui est légende Alicia Fox. Voilà, ça, le 4 janvier, on fait des ratings. Il y a personne qui va catcher, il y a personne qui va prendre un bump. Évidemment, non, ils vont être là pour des ongles mignons, probablement entre eux et pas pour mettre d'autres personnes over. Ou alors, si c'est over, ça sera anecdotique. Enfin, non, vraiment, on peut s'en passer, quoi. 2021, premier show de WWE de 2021. Les légendes. En revanche, SmackDown, ça risque d'être très cool cette semaine. 3 matchs de championnat au programme. Comme je le disais tout à l'heure, match de championnat par équipe féminin avec Asuka et Charlotte Flair qui défendent contre on sait pas qui. Il y aura également Big E contre Sami Zayn pour le championnat intercontinental. C'est Noël. Attendez-vous à voir Big E champion intercontinental, évidemment, pour faire un beau cadeau. Par contre, le cadeau, ça sera pas Roman Reigns contre Kevin Owens. Non, Owens ne deviendra pas champion, mais c'est un match en cage. C'est un match en cage. C'est-à-dire que WWE met en place cette stipulation pour que Jey Uso n'intervienne pas. Alors, j'ai pas été faire de recherche, mais ma main a coupé que sur les 5 derniers matchs en cage proposés par WWE, je parle pas d'Ali Nussel, je parle vraiment de matchs en cage. Il y en a au moins 4, il y a des interventions. À chaque fois, ils nous font croire, il n'y aura pas d'intervention, c'est un match en cage. Il y a toujours des interventions, arrêtez quoi. Non, si vous voulez pas d'intervention, Jey Uso, faut le ligoter. Ou faut lui dire, bah tu viens pas, tu rentres pas, t'as pas le droit. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et est-ce que c'est gênant de pas l'utiliser, Jey Uso, et de donner une victoire clean à Roman Reigns? Hein? Voilà. On suivra tout ça, non pas en ma compagnie. Bah oui, parce que comme je vous dis, je m'en vais, je pars en vacances. Cela dit, c'était un plaisir de faire les SmackDown Raw Recap là, pendant toutes ces semaines, même si ça n'a pas toujours été des plus simples à regarder. Je vous remercie beaucoup pour l'amour, beaucoup pour le soutien. Je vous souhaite véritablement à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je ne sais pas exactement quand on se retrouvera, je ne sais pas encore s'il y aura des émissions autour de Wrestle Kingdom. Probablement un récap qui sera fait pour les 2 shows ensemble. Je peux rien vous garantir pour l'instant. Je tenais également à m'excuser parce que j'avais promis la sortie des top 10, mais ils sortiront véritablement en janvier, parce que j'ai pas fini de faire tout le tournage, et là je pars en vacances, je prends pas de matos, je prends rien, je prends juste mon repos, ma conscience, mon âme, et le bon air pur, je vais dire, des montagnes. Donc ça sortira un petit peu plus tard, je m'en excuse encore. Cela dit, une vidéo qui était absolument pas prévue va sortir sur la chaîne la semaine prochaine, mardi, et au vu du succès que rencontre ce genre de vidéo, je pense que ça vous plaira. Je l'espère en tout cas, ce sera mon petit cadeau de fête de fin d'année. Donc mardi prochain, une vidéo spéciale sur la chaîne CCL Catch. Encore merci de tout mon cœur et aussi au nom de tous ceux qui gravitent autour de la chaîne CCL Catch. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Sturi. Tout le monde reste fort. Ciao, bye bye.